À votre avis, quelle est la drogue la plus consommée de France? Si on en croit les chiffres, il s'agit du cannabis. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, près d'un adulte sur deux a déjà consommé du cannabis au cours de sa vie. 11% de Français en ont consommé au cours de l'année et 850 000 Français en consomment chaque jour. D'ailleurs, la France est le plus gros consommateur de cannabis en Europe. Si vous avez déjà croisé un crackhead dans les rues d'une grande ville, vous connaissez les dégâts causés par la drogue. Mais très peu de gens connaissent les ravages qui sont causés par Pornhub, alors que l'addiction à la pornographie est encore plus répandue que celle au cannabis. Vous faites partie des 91% d'hommes qui regardent de la pornographie, vous êtes en couple, sachez que vos chances de divorce ont déjà augmenté de 50%. Et ça, ce n'est qu'un des effets nocifs du X, comme on le verra juste après. Car oui, le porno est un poison mortel contre la virilité. Et au moment où je vous parle, c'est un poison en pleine mutation, et cette mutation est encore plus violente que ce que vous consommez. Je ne parle pas d'une catégorie ou pratique sexuelle, je parle des nouvelles plateformes comme Mime ou OnlyFans. Pornhub faisait de vous un addict, OnlyFans fera de vous un esclave. Si vous ne me croyez pas ou que vous êtes abonné à des créatrices sur OnlyFans, je vous conseille de rester pour voir la suite. Avant toute chose, vous savez que je vous incite à travers mes vidéos à devenir des hommes de valeur. Et ça passe aussi par être des hommes moralement et intellectuellement à la hauteur. C'est un objectif que vous pouvez atteindre en vous instruisant et notamment par la lecture. Alors si vous êtes intéressé par l'histoire, la politique, je vous ai déniché un code promotion à faire valoir chez les éditions Vox Gallia qui ont déjà sponsorisé ma chaîne. Vous pouvez offrir ou vous offrir des livres sur le Moyen-Âge ou la chrétienté, et dans ce cadre, voici par exemple quelques références à connaître. Et avec les fêtes de Noël qui vont vite arriver, vous pouvez commander des jeux de cartes intelligents pour apprendre en famille ou entre amis les grandes dates et les grands personnages de notre histoire. Autant allier l'utile à l'agréable. Et choisir en plus des produits qui soutiennent vos idées à travers ma chaîne. La vie à Paris sous Louis XIII est la nouveauté des éditions Vox Gallia. Vous y découvrirez la vie des Parisiens quand ce n'était pas Hidalgo au pouvoir. Et donc c'est là qu'arrive le code promo que j'ai négocié pour vous. Les éditions Vox Gallia vous offrent 20% de remise sans minimum d'achat avec le code promo Thaïs. Soutenons les éditions Vox Gallia, une maison d'édition patriote et enracinée. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez fonder une famille ou que vous souhaitez simplement trouver une femme, il est urgent pour vous de connaître la vérité sur cette drogue gratuite, illimitée et promue par les médias mainstream. Ce diagnostic ne vous fera pas plaisir, mais c'est la seule façon de ne pas faire partie des victimes. Alors si on fait le bilan sur le porno en général, ça donne quoi? Déjà, on peut comparer la consommation du porno à la consommation du cannabis. La France est le 6e consommateur mondial de films X. Pas étonnant puisque un Français sur 4 en consomme régulièrement. C'est encore pire quand on s'intéresse aux mineurs. Un tiers regarde chaque mois du X. Mais quel est le problème au juste? Selon les défenseurs du porno, il s'agirait d'un divertissement comme un autre, au même titre que le cinéma ou les jeux vidéo, qui ne ferait de mal à personne et qui serait simplement critiqué par les coincés de droite. Selon cet article de Slate, regarder du porno n'est pas un problème. Des décennies de méfiance paranoïaque ont failli faire ranger l'addiction au porno parmi les pathologies officiellement incluses dans la classification internationale des maladies. Heureusement, l'Organisation mondiale de la santé ne s'y est pas trompée. Ou encore, chez France Info, cette phrase d'Emmanuel Macron sur la pornographie est choquante. Il dit ce que les gens veulent entendre. Il diabolise l'industrie du porno et fait des amalgames. C'est pareil avec les jeux vidéo. C'est comme si vous disiez « cet adolescent joue à Call of Duty, alors il va prendre une arme et tuer tout le monde dans son collège ». C'est complètement faux. Le porno pose des risques graves et parfois irréversibles sur la vie des utilisateurs. Par exemple, l'université de Utah a publié une étude qui liste les différents effets négatifs de la consommation de porno. On peut citer l'impuissance chronique, c'est-à-dire l'incapacité pour un homme de faire l'amour à sa partenaire, l'augmentation du risque d'infidélité et des comportements violents envers les femmes. C'est également directement corrélé avec l'augmentation du sentiment de solitude et de celui de dépression, qui pousse justement à consommer du porno. C'est une spirale infernale. Bref, le X est un poison qui détruit les relations. Et ça ne touche pas que les hommes. Les femmes qui en regardent subissent plus de dépression, de haine d'elles-mêmes et consentent à des actes sexuels de plus en plus extrêmes et dégradants, puisque les filles finissent par se dire que le seul moyen d'être en couple avec un garçon qu'elles trouvent mignon, c'est de lui servir de paillasson à fantasme. Le débat fait rage au sein des psychiatres américains pour savoir s'il faut reconnaître l'addiction à la pornographie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les hôpitaux ont ouvert des centres de traitement de l'addiction à la cybersexualité en 2015. Sur le terrain, c'est une vraie épidémie. Normalement là, c'est le moment où vous vous dites « Ok, le porno pose problème
problème pour les autres, mais pas pour moi. Moi, je suis raisonnable et je sais gérer ma consommation. C'est exactement comme l'alcoolique ou le fumeur qui fume un paquet par jour et qui se dit « Oh, moi de toute façon j'arrête quand je veux ». C'est justement à ça qu'on reconnaît les accros. Vous pensez pouvoir le faire? Dans ce cas, si vous êtes capable d'arrêter de consommer du X pendant un mois, on en reparle. Mais même si vous y arrivez, ça vous demandera des efforts colossaux et il y aura un sentiment de manque. C'est aussi à ça qu'on reconnaît une addiction. Et c'est pas fini. Je sais que mon public a des opinions plutôt à droite, surtout chez les hommes. Est-ce que vous savez que la consommation de pornographie est un des facteurs de dysphorie de genre? Pour le dire autrement, le porno rend trans. Ça vous paraît ridicule? C'est pourtant un témoignage qui revient extrêmement souvent chez les parents d'adolescents trans et chez les trans eux-mêmes. C'est logique, à force de regarder des choses de plus en plus extrêmes et à force de regarder des femmes se faire prendre par des hommes, ce n'est qu'une question de temps avant que l'homme ne finisse par s'identifier directement à la femme qu'il regarde. C'est aussi la thèse de certains spécialistes de la sexualité trans, comme Michael Bailey ou Ray Blanchard, qui considèrent que le porno joue un rôle dans l'autogynéphilie, c'est-à-dire le fait qu'un homme puisse être excité à l'idée de posséder un corps de femme. Or, l'autogynéphilie fait partie des comportements qu'on regroupe quand on parle d'identité trans. Bref, n'attendez pas de ressembler à ça pour vous demander s'il serait temps d'arrêter d'aller sur Pornhub. Le porno est un vrai risque de santé publique. Mais quand on parle de pornographie, on parle de quoi? Pour le français moyen, c'est ça. Autrement dit, on pense à des plateformes de streaming à la YouTube, comme Pornhub, où on trouve des millions de vidéos gratuites en illimité. Mais il y a aussi les autres plateformes, à la Kickstarter ou à la Patreon, où les créateurs de contenu, qui sont le plus souvent des créatrices, sont en contact direct avec leurs fans. Ça, ce sont les sites comme Mime ou comme celui du roi dans ce domaine, j'ai nommé OnlyFans. À première vue, on peut penser qu'il s'agit finalement de la même chose. Sur Pornhub ou OnlyFans, un consommateur a accès à du contenu sexuel explicite afin de rechercher l'excitation sexuelle. Mais justement, il y a une différence dont il faut parler et qui fait qu'OnlyFans c'est la version encore plus dégénérée, encore plus cynique et encore plus prédatrice que Pornhub. Et ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Quand vous allez sur Pornhub, vous jouez avec votre santé. Mais quand vous êtes abonné à OnlyFans, c'est votre esprit que vous faites passer dans un broyeur. Le principe de Pornhub est simple, vous regardez des gens avoir un rapport sexuel et vous vous imaginez à leur place. Vous vous projetez dans la vidéo afin de recréer le plaisir que ressentent les personnes à l'écran. Pour le dire autrement, ce que Pornhub vend, c'est du pseudo-sexe virtuel. Vous êtes littéralement assis sur une chaise en train de regarder des gens avoir un rapport sexuel, donc quand vous regardez une vidéo pornographique, vous vous transformez en cuck passif. Mais sur OnlyFans, qu'est-ce qu'on vous vend exactement? D'un côté, la créatrice de contenu vous vend aussi ce pseudo-sexe virtuel. En revanche, elle vous vend un élément en plus qui change toute la donne. Quand vous rentrez vos informations bancaires sur sa page d'abonnement, vous payez non seulement pour avoir du contenu excitant physiquement, mais surtout vous payez pour faire partie de sa vie. Elle vous adresse directement ses vidéos, vous pouvez lui écrire des messages, moyennant finance évidemment, et souvent la créatrice en question va raconter ses journées, ses vacances et parler de son quotidien à ses abonnés payants. Ce que le client OnlyFans qui sort la carte bleue recherche, c'est que la fille au bout du monde se déshabille ou plus, mais surtout, ce qu'il veut, c'est qu'elle le fasse juste pour lui. Bref, OnlyFans vous vend de l'intimité. Ou plutôt, OnlyFans vous vend l'illusion d'une intimité. Et vous allez voir que ce marché de l'intimité fonctionne selon une stratégie bien précise, bien rodée et complètement cynique. Une des fonctionnalités phares d'OnlyFans, c'est d'envoyer des messages directement à sa créatrice et de discuter avec elle. De sujets classiques ou carrément d'avoir des conversations érotiques avec elle. Enfin, ça c'est ce qu'il croit. En réalité, il existe toute une machinerie pour permettre aux créatrices de contenu de n'avoir jamais à envoyer un seul véritable message, tout en cultivant une légion de simps prêts à envoyer des centaines de dollars par mois pour échanger quelques messages privés avec elle. L'outil de base pour les créatrices, ce sont les messages automatisés. Ce sont des messages envoyés à des masses d'utilisateurs, mais qui sont écrits de façon à simuler un message spontané. N'importe quel abonné se doute que quand il reçoit un message de remerciement immédiatement après s'être abonné à 3h du matin, ce n'est pas la créatrice qui lui parle. Donc ça, c'est une arnaque de niveau 1. C'est rudimentaire.
Le niveau 2, c'est la sous-traitance. Le principe est simple, une créatrice rémunère des professionnels qui passent leur journée à envoyer des messages privés depuis le compte OnlyFans de la créatrice en se faisant passer pour elle. Dans ce cas, l'abonné n'a souvent pas conscience qu'il parle à un autre homme, payé à la commission pour imiter le style d'une jolie fille qui confierait sa vie la plus intime à un inconnu. Le pire, c'est le niveau 3. C'est encore plus efficace que la sous-traitance, ça coûte moins cher et il n'y a aucune équipe à gérer. C'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle, on n'arrête pas le progrès. Les créatrices vont faire appel à des applications d'IA qui génèrent des messages et sont capables de tenir une conversation avec un interlocuteur humain sans qu'il ne se doute de rien. Vous pensiez que l'IA nous permettrait d'arrêter de travailler et d'aller sur Mars? Pour l'instant, ça sert surtout à exploiter les portefeuilles de millions de sims qui pensent que la 10 sur 10 californienne qui passe ses journées en bikini est trop contente de passer 3 heures par jour à discuter avec eux lorsqu'ils sont seuls dans leur appartement. L'industrie de l'intimité, ça ne s'arrête pas aux messages. La raison pour laquelle les créatrices produisent du contenu filmé avec leur téléphone, ce n'est pas seulement parce que c'est plus rapide et moins cher. C'est aussi parce que, encore une fois, ça renforce l'illusion pour le consommateur d'avoir accès à des vidéos intimes, comme s'il avait déniché des vidéos de la fille sur laquelle il fantasme directement depuis son iPhone. OnlyFans, c'est le niveau supérieur de la pornographie. Le principe, c'est de prendre la simulation classique du X et d'y rajouter la stimulation émotionnelle. Le consommateur n'est plus seulement accro à la sensation de plaisir, mais aussi l'illusion de l'attachement à une vraie fille. Il se dit que, quelque part, il existe une fille magnifique, prête à faire tout ce qu'il souhaite. Bon, tant qu'il paie. Non seulement il a le pouvoir directement sur cette femme, mais en plus, il se dit qu'il compte à ses yeux. C'est précisément pour ça qu'OnlyFans est encore plus pervers que Pornhub, parce que c'est de l'addiction émotionnelle. Quand un homme regarde des vidéos sur Pornhub et développe une addiction, c'est déjà difficile de s'en débarrasser. Il doit déjà se sevrer du sentiment de plaisir physique que les vidéos lui apportent. Mais s'il est addict à OnlyFans, non seulement il doit faire ce sevrage, mais en plus il doit faire le deuil d'une relation et faire le choix d'abandonner une fille bien réelle. C'est évidemment une mine d'or pour le propriétaire du site et ses créatrices, puisque maintenant ils ont les griffes directement attachées dans la partie du cerveau d'un homme qui ressent de l'attachement et qui devrait être tourné vers une vraie femme. Bienvenue dans le cauchemar du 21e siècle. Voilà la base du business model d'OnlyFans. Exploiter la solitude et la misère masculine. Si un homme est satisfait sur le plan physique et relationnel, il n'a aucune raison d'utiliser ce genre de service. En fait, si on mesurait le poids économique d'OnlyFans, on pourrait avoir une idée de cette épidémie de solitude pathologique chez les hommes en Occident. Et il s'avère qu'on peut justement le mesurer. En 2022, les utilisateurs d'OnlyFans ont dépensé plus de 5,6 milliards de dollars, soit 16% de plus qu'en 2021. On parle de 190 millions d'utilisateurs et de 500 000 nouveaux inscrits par jour. Alors la prochaine fois qu'une féministe vous dit que la misère affective masculine est un mythe, dites-lui que c'est une réalité qui pèse autant d'argent que le budget du ministère de l'Agriculture. Le succès du porno classique a atteint son apogée. Maintenant, tout le monde a accès au sexe virtuel en illimité, mais ce qui manque à des dizaines de millions d'hommes de l'Ouest, c'est le sentiment d'intimité. Alors, comme pour le sexe, quand on n'a pas accès à la vraie chose, on se tourne vers la version virtuelle. Parce que oui, si vous êtes abonné à une créatrice de contenu d'OnlyFans, vous êtes un simp. Vous lâchez de l'argent à une fille qui ne sait même pas que vous existez, tout ça pour vous imaginer en train de la séduire depuis votre fauteuil. Vous payez vos propres chaînes d'esclaves. Ça, c'est OnlyFans vu par les consommateurs, c'est-à-dire les hommes. Du point de vue des créatrices, c'est-à-dire essentiellement des femmes, la situation n'est pas beaucoup plus reluisante. C'est ce que nous révèle la loi Daella, que je vais vous expliquer juste après. OnlyFans compte plus de 2 millions de créatrices de contenu. Et quand on voit celles qui en parlent sur Instagram ou TikTok, elles font miroiter une vie de rêve. Voyage à l'étranger, argent facile qui tombe chaque mois, le tout en fournissant un minimum d'efforts. Mais la réalité, c'est que la créatrice de contenu moyenne, elle a 21 abonnés et elle récolte 180 $ par mois. Et ça, c'est la moyenne, ça veut dire que c'est encore moins pour une très grosse partie. C'est là qu'intervient la loi Daella, le nom d'une OnlyFaneuse qui a partagé des chiffres sur le fonctionnement réel de la plateforme. Quand on recoupe ce que dit Daella avec d'autres chiffres, voilà à quoi ressemble le tableau. La réalité sordide d'OnlyFans, c'est que quasiment aucune fille n'arrive à en vivre. Et quand je dis quasiment aucune, je parle de moins de 1% des créatrices. Selon les estimations disponibles, voici la distribution de revenus selon le centile. Une fille qui est dans le top 10 gagne 1 000 $ par mois
mois, c'est-à-dire moins que le SMIC. Une fille dans le top 1% gagne 6 000 $ par mois. C'est confortable, mais c'est loin d'être l'Eldorado, surtout dans un business où la vieillesse ne pardonne pas. Bonne chance pour se reconvertir une fois qu'on commence à avoir des rides. Et quand une créatrice atteint le 0,1%, elle remporte environ 100 000 $ par mois. C'est effectivement énorme, mais ça concerne une ultra minorité. Et d'ailleurs, ces filles sont gérées par des agences qui sont tenues par des hommes. Pour le girl power, on repassera. Selon l'OnlyFaneuse Aela, le véritable seuil au-dessus duquel une fille connaît le succès financier, c'est quand elle fait partie des 0,7%. Alors, pourquoi un tel succès auprès des créatrices de contenu? Pourquoi autant de filles sont prêtes à vendre leur corps pour moins de 200 balles par mois? Parce que OnlyFans exploite une faiblesse psychologique plus ou moins présente chez toutes les femmes. Cette faiblesse, on pourrait l'appeler la recherche du maximum d'attention pour le minimum d'investissement physique. Les femmes aiment être le centre d'attention des hommes. Tout le monde le sait. Mais pour une hyperfemelle, c'est un besoin inassouvible. Le problème, c'est que pour récolter de l'attention, il faut donner quelque chose en retour. Quand une femme est séduisante, elle récolte de l'attention. Mais parce que l'homme qui l'admire espère récupérer quelque chose en retour. En temps normal, un homme acceptera de se faire séduire s'il pense qu'il y aura récompense à la clé. C'est-à-dire du sexe, pour être parfaitement clair. S'il se fait mener en bateau trop longtemps sans rien toucher, il va considérer que la fille est une allumeuse, pour rester poli. Pour une hyperfemelle qui a soif d'attention, ça pose problème. Parce que ça veut dire qu'elle devrait accepter de coucher avec beaucoup d'hommes pour récolter beaucoup d'attention. Et ça implique de prendre des risques, que ce soit au niveau médical ou de sa réputation. Et puis, séduire pour récolter l'attention d'un homme pour concrétiser, et même pour une soirée, ça prend beaucoup de temps. C'est un calcul peu rentable. C'est là que la pornographie intervient. Ça permet à une fille de récolter beaucoup d'attention, à tel point qu'elle peut en faire carrière, sans pour autant avoir à coucher avec tous les hommes qui la désirent. C'est déjà une meilleure stratégie, mais c'est insuffisant. Elle doit accepter de détruire sa réputation, ses relations familiales et de prendre des risques pour sa santé, tout en devant malgré tout coucher avec beaucoup de partenaires, c'est-à-dire des acteurs ou des performeurs. OnlyFans, c'est cette stratégie version améliorée. Une fille récolte toujours énormément d'attention, mais sans nécessairement avoir à coucher avec qui que ce soit. Elle peut faire son contenu toute seule, ou simplement poster ses ébats avec son partenaire. Elle peut même se contenter de poster une simple photo et récolter 1 million de $ en 24 heures, comme l'a fait l'actrice Bella Thorne. Et comme OnlyFans a meilleure réputation que la pornographie classique, c'est tout bénef. Plus d'attention, moins de récompenses à donner dans le réel, et potentiellement plus de gains. Le problème, c'est que si toutes les filles se mettent à adopter cette stratégie, alors ça devient une compétition impitoyable, où seules les 0,5% de filles les plus attirantes et les plus douées pour le business peuvent s'en tirer. Pour les 99,5% qui restent, elles ont vendu leur corps pour une misère. Et même si OnlyFans est mieux perçu que la pornographie, il n'empêche qu'un homme normalement constitué n'accepterait jamais de prendre comme partenaire potentiel une femme qui a un compte OnlyFans. Et donc, pour l'extrême majorité de ces créatrices de contenu, c'est un échec total. Pas d'argent, pas d'attention, plus de réputation et plus de relations stables possibles. Échec absolu. Pornhub et OnlyFans ne sont pas simplement des plateformes qui se différencient par la manière dont elles monétisent la misère masculine. Chacune véhicule une certaine vision de la femme. Sur Pornhub, le modèle, c'est la femme objet. Sa valeur dépend du niveau de dégradation qu'elle est prête à atteindre. Plus c'est hard, plus elle aura du succès. Le modèle d'OnlyFans, c'est tout à fait différent. C'est celui de la femme maîtresse. Son succès découle partiellement de sa volonté de se dégrader, mais surtout de sa capacité à créer l'illusion de proximité avec ses fans. La stratégie n'est plus de se conformer aux souhaits de la misère masculine, mais de l'exploiter purement et simplement. D'une certaine façon, OnlyFans, c'est l'aboutissement de la logique féministe de la femme émancipée, libre d'exploiter la solitude des hommes pour son succès. C'est d'ailleurs l'ironie, après 60 ans de féminisme et de volonté de se libérer des hommes, l'aboutissement du destin des femmes en 2023, c'est de démocratiser le plus vieux métier du monde, mais en virtuel. Merci le progrès. C'est à cause de ça que je suis radicalement anti-pornographie, qu'il s'agisse de Pornhub ou d'OnlyFans. D'un côté, c'est la servitude, l'addiction et l'abrutissement pour les hommes qui se droguent à l'illusion plutôt que de conquérir une femme, et de l'autre, c'est l'avilissement de la femme, transformée en succube névrosée qui consacre sa vie à vendre son corps pour faire fructifier son business. On critique souvent les hommes qui regardent du porno en les accusant de saboter leurs relations ou de faire le choix de la facilité. Je partage cet avis, mais je le trouve trop simpliste. Je pense qu'il faut comprendre avant de juger. Comment se fait-il que les hommes et les femmes soient prêts à livrer leur âme et leur liberté à ce système dégradant et prédateur, alors que ça ne leur apporte rien de positif? Il est assez facile de s'attaquer aux hommes qui consomment du porno. Attention, je trouve que c'est justifié, mais c'est insuffisant. Parce que si on se cantonne à encore attaquer les hommes, on reste bloqué dans
l'idéologie anti-masculine. C'est pour ça qu'il faut condamner la consommation de porno, mais qu'il faut surtout essayer de répondre à cette question. Comment se fait-il que des millions d'hommes préfèrent consacrer leur vie à des illusions et se réfugier dans des paradis artificiels plutôt que de poursuivre de vraies femmes? Est-ce que les vraies femmes sont devenues trop indésirables et ne valent plus le coup qu'on fasse des efforts pour elles? Est-ce que les relations avec des femmes sont devenues tellement impossibles à atteindre que l'homme préfère sacrifier sa santé physique et mentale pour jouer au cuck devant son écran? Quand des millions choisissent de se droguer pour supporter l'existence, est-ce que ce n'est pas la preuve que la société est devenue tellement pourrie qu'on préfère se suicider à petit feu plutôt que d'y participer? Je ne suis pas sûre de détenir la réponse, mais ce qui est certain, c'est qu'elle ne serait pas agréable à entendre pour beaucoup de monde.